Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 4e édition donc, de la conférence annuelle de l'OFEM. Et merci d'être présents en cette veille de 1er mai. J'ai le plaisir d'accueillir donc Denis Baud, premier sous-gouverneur de la Banque de France, qui, depuis le début de ces conférences, nous fait à la fois l'honneur et le plaisir de les introduire et de nous dresser un peu le panorama de la situation financière en France. Donc, nous allons commencer immédiatement. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, Madame la Présidente, chère Agnès, pour votre accueil. C'est toujours un plaisir renouvelé d'ouvrir cette conférence. C'est la quatrième fois, c'est notre 4e rendez-vous annuel. Alors depuis notre dernier rendez-vous, je me suis replongé dans la situation. Il y a un an, nous avons obtenu dans la zone euro et en France des succès, en particulier dans la bataille contre l'inflation, qui a nettement reflué auquel a fortement contribué le resserrement fort et rapide de la politique monétaire entre le mois de juillet 2022 et septembre 2023. En l'absence de nouveaux chocs externes importants, le temps d'entamer la baisse des taux semble venu pour la BCE, ce qui devrait avoir lieu début juin, vu que le gouverneur de la Banque de France venait faire un discours et souligner ce point. En outre, ces succès dans la bataille sur l'inflation ont été obtenus en évitant que cela se fasse au prix d'une récession. Un atterrissage en douceur paraît donc bien engagé. Et pour introduire cette conférence, je voudrais vous dire comment, à la Banque de France, nous voyons cet atterrissage pour l'économie française et la contribution que notre système financier doit se mettre en mesure d'apporter pour que nous réussissions, ainsi que François Villeroy vient de fortement le souligner dans sa lettre annuelle au président de la République. Je vous invite à parcourir, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Donc, les 3 transformations du travail, du numérique et du climat qui sont nécessaires pour que nous retrouvions durablement en France et en Europe une croissance dynamique et de premier plan au sein de l'économie mondiale. Le contexte macroéconomique de ce printemps 2024 nous offre un tableau plus positif qu'il y a un an. Sur le front de l'activité, le cycle de resserrement monétaire a indéniablement pesé sur la croissance et l'emploi, mais nous avons évité en France comme en zone euro le scénario de la récession, avec une croissance de 0,9% pour la France et 0,5% pour la zone euro sur l'année 2023. Elle est prévue pour 2024 à 0,8% pour la France et 0,6% pour la zone euro, ce que vous voyez sur le graphique de gauche. Tiré principalement par la consommation des ménages à la faveur du repli de l'inflation et de la progression attendue en conséquence des salaires réels, l'activité devrait ensuite accélérer significativement en 2025 et 2026. La remontée des taux d'intérêt a affecté l'investissement des ménages, qui a reculé de 5,1% en 2023. On anticipe un recul de 4,3%
en 2024, après plusieurs années de très forte hausse depuis 2015. Cela concerne principalement l'investissement immobilier, ce qui se reflète dans la production de nouveaux crédits à l'habitat. Le dernier chiffre dont on dispose pour le mois de février est une production de 7,3 milliards d'euros, évidemment, par rapport au pic à près de 15 milliards. C'est un recul important, même si on prend des vues de longue période, on reste quand même sur des montants significatifs. Mais il s'agit pour l'essentiel désormais d'un problème de demande et d'attentisme des ménages qui devrait peu à peu se dissiper avec le début de décrue des prix de l'immobilier. Du côté des entreprises, l'investissement a également été affecté, mais plus légèrement. On anticipe cette année un recul de 0,6% en 2024. Donc, il devrait se remettre à croître progressivement, notamment grâce au maintien du taux de marge des entreprises et la baisse des conditions de financement des taux d'intérêt. Avec le resserrement de la politique monétaire, le crédit bancaire aux entreprises en France a évolué de façon différenciée selon le type d'entreprise ou l'objet du crédit, mais il est resté globalement un facteur de soutien à l'activité. En effet, sur les 12 derniers mois, il a cru de 1%. Le financement sous forme de titres de dette des sociétés non financières est pour sa part resté quasi stable sur un an, était de 0,2% en février 2024. Son coût, toute maturité confondue, a augmenté de 20 points de base. Était en février à 3,69% en moyenne, tout en restant inférieur au coût moyen de l'endettement bancaire. En revanche, concernant le crédit interentreprise, qui représente un montant supérieur aux encours de dette obligataire en France, on observe que les comportements de paiement se sont tendus en 2023 en France et en Europe. Le taux d'entreprises françaises payant leurs fournisseurs avec un grand retard a augmenté pour atteindre 8,3% fin décembre 2023, mais à contrario, le taux d'entreprises françaises payant leurs fournisseurs sans retard a approché 50% en 2023, qui est un taux qu'on n'avait pas connu jusqu'à présent. Sur le front de l'inflation maintenant, après avoir connu une forte résurgence depuis 2021, celle-ci a désormais nettement reflué. Elle a atteint son pic à 10,6% en octobre 2022 pour la zone euro et 7,3% en février 2023 pour la France. Et c'est depuis replié. C'est ce que vous voyez sur le graphique de droite sur le transparent pour atteindre 2,4% en zone euro en France en mars 2024. Alors j'ai vu en arrivant que on venait d'avoir les données pour spot pour le mois d'avril qui sont sur les mêmes niveaux. Sauf choc inattendu, ce recul devrait se prolonger dans les prochains mois. Selon nos prévisions du mois de mars pour la France, l'inflation se replierait en moyenne annuelle à 2,5% en 2024, puis à 1,7% en 2025.
Le retournement des chocs d'offres initiaux, donc sur les prix de l'énergie et les produits alimentaires, notamment à la suite de la guerre, déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, a bien sûr puissamment aidé donc ce retournement au reflux de l'inflation que l'on observe. Mais la politique monétaire a aussi joué un rôle très important en limitant la propagation de l'effet de ces chocs au prix des biens manufacturiers et des services. Dans ce contexte, de manière concomitante au resserrement de la politique monétaire, la France est demeurée sur une dynamique de rattrapage de la forte baisse du nombre de défaillances d'entreprises enregistrées pendant la période Covid. Le nombre de défaillances reste encore inférieur, mais se rapproche de son niveau moyen tendanciel que mesuré sur la période 2010-2019, qui est proche de 60 000 entreprises en cumulé sur un an. J'observe néanmoins que ce phénomène de rattrapage n'empêche pas le processus de sélection des entreprises de fonctionner. Ce sont bien les entreprises les moins productives qui disparaissent, alors que dans le même temps, les créations d'entreprises sont très dynamiques. Au cours de ces 2 dernières années, 2 millions d'entreprises ont été créées. Mais je crois qu'il faut se garder, et c'est en tout cas ce que l'on fait à la Banque de France, d'un excès de confiance face aux incertitudes et aux vulnérabilités de l'économie mondiale, comme l'a souligné le FMI dans ses rapports de printemps. L'ajustement des trajectoires de taux d'intérêt anticipés au vu d'une inflation sous-jacente plus persistante que prévu dans certaines juridictions contribue au maintien d'un niveau d'incertitude élevé autour du scénario de sortie de l'inflation sans récession qui se déroule pour l'instant en zone euro. En outre, les tensions au Moyen-Orient, la fragmentation commerciale et le niveau inquiétant des dettes publiques et privées assombrissent le tableau des risques auxquels l'économie mondiale fait face. Alors j'en viens maintenant à la contribution que notre système financier doit se mettre en mesure d'apporter pour que nous réussissions donc les 3 transformations du travail, du numérique et du climat qui sont nécessaires pour que nous retrouvions durablement en France et en Europe une croissance dynamique. Celle-ci sera d'autant plus forte qu'elle s'inscrira dans le respect des 2 priorités suivantes. D'abord, la préservation de la forte résilience au choc acquise par notre système financier. Cette résilience est un atout qui a facilité l'atterrissage en douceur dont nous avons bénéficié jusqu'ici. Encadré par une réglementation européenne robuste et supervisée de manière rigoureuse, le système bancaire français a fortement accru sa résilience depuis la crise de 2008, ce dont témoigne notamment l'augmentation de près de 50% des ratios de fonds propres des grands groupes français depuis la création du SSM ou les résultats des stress tests menés par l'EBA en 2023. On peut mobiliser d'autres indicateurs qui sont sur ce transparent, mais ils renvoient tous au même message. Notre secteur bancaire a ainsi pu contribuer à limiter l'impact des chocs qui ont affecté notre économie. Ainsi, par exemple,
alors que le premier trimestre 2023 a été marqué par la défaillance de certaines banques régionales américaines, provenant de la matérialisation des risques de liquidité et de taux dans ces banques, la contagion en Europe et particulièrement en France a été limitée. Toutefois, les banques françaises, avec leurs superviseurs, doivent rester vigilants. La remontée des taux d'intérêt n'a pas été aussi profitable pour les grands groupes français que pour leurs pairs européens. Si le coût du risque des établissements français reste faible à ce stade, 0,23% des encours clientèle est moins élevé que celui des banques comparables au sein de la zone euro, la remontée des défaillances entreprises va inévitablement peser sur le risque de crédit. En outre, et c'est un élément que nous devons garder à l'esprit, nous avons identifié depuis quelques années déjà de nouveaux risques structurels auxquels sont exposées les banques et qui se renforcent. Les menaces de cyberattaques restent élevées pour le système financier et face aux risques climatiques, les institutions financières doivent à la fois maîtriser leur exposition au risque de transition comme au risque physique, tout en assurant le financement de l'économie en faveur de sa décarbonation. La résistance du secteur de l'intermédiation financière non bancaire est une exigence tout aussi capitale que celle du secteur bancaire pour garantir le financement sain des entreprises. Ce secteur a forte croissance dont nous avons besoin pour financer des projets innovants et cependant exposés à plusieurs risques, principalement le risque de liquidité et celui d'un recours excessif aux leviers. Par ailleurs, les interconnexions, notamment avec les banques, donnent à ces risques une dimension systémique. C'est pourquoi, au-delà de l'adoption récente des directives AIFM et UCITS qui renforceront la régulation microprudentielle de tous les fonds d'investissement alternatifs européens, à la Banque de France, nous militons pour la régulation, pour que la régulation microprudentielle soit complétée par une approche macroprudentielle qui inclut notamment l'identification des entités ou des activités systémiques, la conduite de stress test avec les autres composantes du système financier pour mieux comprendre les vulnérabilités du secteur donc non bancaire financier, les interconnexions avec les autres intermédiaires financiers. Et donc troisième volet de ce cadre macroprudentiel, l'introduction de pouvoirs d'activation de certains outils à la main des autorités. En définitive, la résilience de ce secteur est un prérequis pour le financement sain des entreprises et plus largement pour assurer le succès de l'union des marchés de capitaux. Donc cette observation me conduit à la seconde priorité qui doit nous guider. Notre seconde priorité doit être en effet de continuer les efforts de diversification des sources de financement, ce qui appelle un développement des financements de marché. La résilience qu'il nous faut garantir doit être mise au service d'une diversification des modes de financement des entreprises européennes. C'est l'une des finalités de l'Union des marchés de capitaux, initiée en 2015.
malgré des progrès en termes de renforcement de ce que l'on appelle le single rule book, l'impact en termes d'intégration financière n'est pas au rendez-vous. L'Europe reste très en deçà de son potentiel en termes de puissance financière. L'un des moyens de poursuivre l'approfondissement de l'union des marchés de capitaux et de renouveler le narratif et de se donner pour première finalité le financement de la double transition écologique et numérique. 745 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an d'ici 2030 doivent être trouvés. Ce nouveau narratif, soutenu par le gouverneur de la Banque de France avec l'ensemble des gouverneurs des banques centrales de l'eurosystème, semble aujourd'hui partagé au niveau politique. C'est comme l'a proposé Enrico Letta dans son récent rapport sur le marché unique, et le gouverneur Noyer dans son propre rapport. J'imagine qu'il va en être question tout à l'heure, largement une union de l'épargne et de l'investissement qu'il nous faut renforcer et pérenniser. Reste désormais à déterminer les modalités de mise en œuvre de ce renouveau. Dans cette perspective, et pour conclure mon intervention, je voudrais évoquer deux pistes plus directement liées au financement des entreprises qui permettraient de capitaliser sur la complémentarité entre financement bancaire et non bancaire. En premier lieu, nous devons développer de façon ambitieuse le financement par fonds propres, qui constitue l'outil le mieux adapté aux projets innovants. Or, au troisième trimestre 2023, c'est les dernières données dont nous disposons, le financement par fonds propres ne représentait que 84% du PIB de la zone euro, contre 173% aux États-Unis. L'un des leviers possibles pour avancer sur ce terrain serait de développer des partenariats publics-privés beaucoup plus solides, soutenant en particulier les investissements transfrontières. En second lieu, la titrisation verte est aussi une voie prometteuse compte tenu des besoins d'investissement considérables pour les infrastructures de mobilité et d'énergie auxquelles nous devons répondre. L'Union a récemment adopté un label pan-européen pouvant être mobilisé dans des opérations de titrisation dans lesquelles les fonds dégagés pour la mobilisation d'actifs verts ou non verts doivent ensuite être alloués à des activités durables au sens de la taxonomie européenne. Encore peu nombreuses en Europe à ce jour, ces opérations représentent une véritable opportunité d'accroître de plusieurs milliards les capacités de financement des banques au service de la transition. Donc voilà, pour illustrer deux leviers qui nous paraissent importants. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne conférence. Juste pour montrer comment ça fonctionne, Karine. Merci beaucoup. Merci Denis de ce tableau à la fois vaste et précis, sur notamment
le lien entre financement bancaire et financement de marché qui nous préoccupe aujourd'hui. Et l'on sait que si jamais en France, nous sommes peut-être un petit peu en avance dans cette diversification des moyens de financement, on est encore loin, effectivement, de ce qui serait nécessaire. Donc, je vais très rapidement rappeler un peu les grandes lignes de ce financement de marché en 2023, de façon à pouvoir ensuite laisser la place au débat. Donc, premier sujet, c'est qu'en 2023, donc vous l'avez rappelé, l'année a été marquée par une accalmie progressive de l'inflation, une légère amélioration des conditions macroéconomiques et des taux de croissance qui sont restés malheureusement quand même très bas dans la plupart des grandes économies, y compris en Chine. Alors, le fait le plus marquant de notre point de vue, ça a été pour les marchés boursiers la poursuite de la baisse des financements en actions, déjà divisés par 3 en 2022 et qui ont encore été réduits de 25% en 2023. À 121 milliards d'euros sur les marchés primaires. Le niveau des introductions en bourse a aussi été réduit de 30%. Alors si, globalement, il y a eu une hausse de 12% des levées sur les marchés secondaires à 381 milliards de dollars, le niveau d'apport en fonds propres, donc au niveau mondial, aura été le plus bas depuis 2016. La pression sur les taux commence à peser également sur le financement par le capital investissement en raison de l'importance du recours aux effets de levier. En revanche, s'agissant de la dette, après un recul de 30% des émissions obligataires en 2022, elles se sont stabilisées aux environs de 2000 milliards de dollars. En 15 ans, le stock de dette corporate s'est accru de 65% à 34 trilliards de dollars et le stock de dette high yield a été multiplié par 2 à 3,4 trilliards. Au niveau européen, la tendance est à peu près la même. Le niveau des introductions en bourse s'est légèrement amélioré, donc passant de 102 à 107 entreprises introduites. Mais en revanche, en termes de fonds levés sur le marché primaire, après une baisse de 79% des fonds levés sur ce marché, ils ont encore baissé de 35%. Et on se retrouve aujourd'hui avec le niveau pratiquement le plus bas atteint en 2012. Sur le marché secondaire, là aussi, décroissance des fonds levés, pour un montant global de 80 milliards d'euros. Point positif, le marché obligataire, lui, a retrouvé avec 23% de croissance les niveaux de 2019-2021, avec un nouveau record d'émissions de ESG, donc à 180 milliards. S'agissant de la France, les financements de marché sont globalement en hausse, après une baisse en 2022, donc de 12%. Alors, je vous le rappelle, nous additionnons un peu des choux et des carottes, mais globalement, pour avoir une idée des flux, 161,7 milliards d'euros ont donc été mobilisés par les différents types de marchés. Sur le marché actions, il y a très peu d'opérations qui ont pu séduire les investisseurs, puisque au total, seulement 8,6 milliards d'euros ont été levés, soit après une baisse de 50% en 2022, une nouvelle contraction de 25%. Capital investissement, lui, a mieux résisté, donc avec une baisse des investissements de 9% environ, et donc 4,9 milliards ont été investis par le capital investissement français dans les entreprises françaises, je spécifie bien. Et finalement, donc, je ne sais pas quelle est la cause et quel est le résultat, mais malgré la remontée rapide des taux d'intérêt, les entreprises ont donc continué de privilégier le mode de financement par la dette en 2023, avec une hausse des émissions de 68%, soit essentiellement investment grade, et les émissions vertes ont également continué de croître. Alors,
Dans le détail, les levées de fonds. Donc, le niveau de fonds levé sur le marché primaire est vraiment resté très bas, avec 560 millions d'euros levés. En revanche, il est important de souligner que pour ce qui est du marché secondaire, le segment des entreprises petites et moyennes a levé 1,7 milliard d'euros, soit 5 fois ce qui était levé en 2022. Le nombre d'entreprises introduites en bourse, lui, a baissé encore. Donc, 8 entreprises ont été introduites, 6 sur Euronext Growth, et 2 sur Euronext. Il faut dire que sans doute aussi les mauvaises performances des entreprises introduites en 2022 et quand même en 2023 n'ont pas forcément encouragé les investisseurs à se positionner sur les IPO et ont d'ailleurs conduit à reporter certaines opérations de bonne qualité. La décollecte des fonds, et c'est vraiment un sujet de préoccupation centrale, des fonds investis dans les sociétés cotées se poursuit sur l'ensemble des compartiments de marché, mais très particulièrement sur le compartiment des valeurs petites et moyennes, avec une décollecte de 8 milliards sur les 5 dernières années. Alors, seul point positif, les investisseurs particuliers restent investis en bourse. 41 entreprises ont quitté l'ensemble des 3 marchés d'Euronext, donc Euronext, Euronext Growth et Euronext Access, soit au total une balance entrée-sortie de moins 24 entreprises. Pour ce qui est de l'évolution de la cote, donc je rappelle vite les chiffres, 798 sociétés sont cotées listées à Paris, donc en légère baisse, 3%. Avec une valeur boursière totale de 3 469 milliards d'euros fin 2023. Sur ces 798 entreprises, 660 sont des ETI et des PME, et presque la moitié, d'ailleurs, des entreprises de la tech. Et ces 660 entreprises capitalisent au total 97 milliards d'euros. Alors, le nombre des entreprises cotées s'est encore réduit. Alors, je crois qu'on peut rappeler qu'il y a en cours depuis un certain nombre d'années une transformation structurelle de la cote qui qui se poursuit avec une contraction forte depuis 2010 du marché réglementé d'Euronext, qui a quand même perdu 45% de ses effectifs, et en parallèle, une forte augmentation, plus 85% sur la même période, des marchés de croissance. Alors, c'est une évolution que l'on constate sur pratiquement toutes les places financières hors marché émergent et qui est le résultat d'un triple phénomène qui est à la fois le transfert d'un marché à un autre, les radiations pures et une préférence pour les introductions sur le marché de croissance. Titre d'exemple, il y a encore eu 10 transferts cette année d'Euronext vers Euronext Growth, mais aussi quelques transferts d'Euronext Access vers Euronext Growth. Capital investissement, je vous le disais, les levées de fonds, les levées de capitaux et les investissements des acteurs du capital investissement français sont en baisse, mais se sont quand même maintenus à un bon niveau en 2023. Donc, 14,9 milliards investis dans 2019 entreprises, donc un petit peu moins qu'en 2022. Cette baisse touche l'ensemble des segments du capital investissement, mais le capital innovation est relativement préservé. Et 2 secteurs ont néanmoins bénéficié d'un accroissement des investissements, l'industrie et le B2C. Le ticket moyen est resté stable autour de 10 millions d'euros. En revanche, les investissements supérieurs à 50 millions sont en baisse de 18% par rapport à la période 21-22. Enfin, les fonds levés auprès des investisseurs institutionnels sont significativement en baisse. Heureusement, cela a été en partie contrebalancé par une forte implication des personnes physiques et des family office. Pour finir, aucune sortie en bourse cette année. Je crois que l'année dernière, il devait y en avoir une, je crois. Ça reste encore extrêmement faible. Marché de taux, pour terminer ce rapide tableau. Donc, je vous le disais, des émissions obligataires donc
en hausse de 65%, avec 71 milliards d'obligations émises, dont 65 d'émissions investment grade, et au total 30% donc d'émissions ESG. Cela s'explique notamment par de nombreuses opérations de refinancement, notamment de fusion-acquisition, et aussi, semble-t-il, la concentration au premier semestre 2023 d'opérations qui auraient dû avoir lieu au quatrième trimestre 2022. Pour ce qui est des fonds de dette, l'activité s'est contractée de 32%, mais reste quand même importante à 12,7 milliards. Mais cela concernait essentiellement des sociétés qui étaient déjà en portefeuille pour financer leur développement. Côté marché des New CP, il est resté très actif et le montant est globalement stable. EuroPP, j'en parle, mais ça reste très très marginal. Le montant a doublé, 1,1 milliard d'euros, dont 30, il faut le noter quand même, 30% d'émissions ESG. Et enfin, un financement participatif à 2,1 milliards en baisse de 11%. Voilà donc pour ce rapide tableau. Peut-être quelques mots sur ce que nous retenons de cette année et nos points d'attention. Tout d'abord, on l'a vu, les déséquilibres macroéconomiques ont quand même fortement perturbé les conditions de marché et donc le financement des entreprises, sans toutefois poser de problème de liquidité sur le marché des dettes. S'agissant de l'offre de capitaux propres, comme elle s'est significativement réduite, on constate que les marchés de la dette ont donc représenté un levier essentiel dans le financement des entreprises. Et que du côté de l'offre, le flight to quality qui était déjà amorcé en 2022 s'est poursuivi en 2023. Pour nous, aujourd'hui, le principal objet de préoccupation et le principal défi du financement des entreprises, c'est vraiment la question du désintérêt des investisseurs pour les valeurs petites et moyennes, qu'il s'agisse des IPO ou du marché secondaire. Et le problème urgent à résoudre est vraiment celui de la décollecte des fonds spécialisés sur ces valeurs qui assèchent les marchés et rend vraiment problématique les introductions en bourse. La question de la valorisation des entreprises à l'entrée en bourse continue de se poser et concerne aussi bien d'ailleurs les capital investissements les entreprises financées par le capital investissement que les introductions en bourse. J'aurais dû le dire dans l'autre sens d'ailleurs. Toujours s'agissant du capital investissement, dans un contexte où les sorties mettent du temps à se concrétiser, les fonds sont à la recherche de solutions qui leur permettent en fait d'apporter de l'argent à leurs investisseurs qui ont besoin de liquidités. Et on le constate donc, cela provoque des conséquences sur toute la chaîne de financement et sur les introductions en bourse. Je vous le rappelle, donc, il n'y a eu aucune sortie en bourse en 2023. Sujet constant également, mais qui progresse néanmoins, le renforcement de la capacité des capacités d'analyse financière sur les petites et moyennes valeurs est encore une clé essentielle pour le financement par les marchés des entreprises petites et moyennes. Alors, la place est saisie de la charte de recherche sponsorisée qui avait été réalisée par la MAFI, la FG et la SFAF pour impulser une nouvelle dynamique. Il y a eu quand même 285 contrats qui ont été signés sous ce régime. Il est important, nous semble-t-il, que la reprise de ce sujet, donc qui est présente dans le Listing Act, mais que les textes de niveau 2 qui seront produits par l'ESMA permettent de bien tenir compte des spécificités de chaque place. S'agissant du financement par la bourse, pour nous, vraiment, le défi est double. Attirer les PME et surtout les ETI vers la bourse. Flécher l'épargne vers les PME et les ETI, notamment cotées. Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives et la prochaine table ronde l'évoquera certainement, puisqu'en fait, au niveau français, dans le cadre de la loi industrie verte et de la loi attractivité, je veux dire les projets, il y a donc des dispositions qui visent à accroître le financement des entreprises. Le président de la République a annoncé la mobilisation de 500 millions d'euros dans des fonds de PME ETU cotés. Et enfin, au niveau européen, le Listing Act,
qui vise à faciliter l'accès des PME au marché, ou l'ambition de mobiliser l'épargne européenne pour qu'elles investissent dans les entreprises, ou encore le développement de la titrisation, notamment verte, que vous rappeliez, Denis, et donc qui a été proposée à la fois par les rapports Christian Noyer et Enrico Letta, vont dans le bon sens d'une démarche structurante pour le financement des PME et des ETI. Néanmoins, ce qui nous paraît important, c'est que l'efficacité de ces dispositifs sera très largement dépendante à la fois du contenu précis des textes. Pour le moment, nous ne savons pas encore exactement ce qu'il y aura, et d'autre part, des délais effectifs de mise en œuvre. Je vous remercie pour votre attention et vraiment, je laisse la place tout de suite à la table ronde. Il n'y a pas de plan de table, je vous en prie, installez-vous. Bonsoir à tous, merci beaucoup Agnès pour ce très bel éclairage de l'année 2023 qui vient de s'écouler. Pour ceux que je n'ai pas le plaisir de connaître, je m'appelle Guillaume Morelli, je suis responsable des activités de cotation pour Euronext en France et sur le sud de l'Europe, et j'aurai le plaisir de modérer ce panel. Donc messieurs, je suis désolé, j'aurai le plaisir de pouvoir vous interrompre de temps en temps si vous êtes trop long. Mais avant d'être mal poli, je voulais aussi pouvoir vous laisser l'opportunité de vous présenter à tous. Mon cher Christophe, est-ce que tu veux pouvoir dire un petit mot ? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Christophe Morelli, donc je suis le chef du service du financement de l'économie à la Direction générale du Trésor depuis environ 6 mois. Donc je m'occupe de la régulation financière pour l'ensemble de la direction du Trésor. Voilà. Merci beaucoup. Alexis. Bonsoir à tous, Alexis Dupont, je suis le directeur général de France Invest. France Invest, c'est l'association professionnelle qui représente les acteurs du capital investissement, de la dette privée et de l'infrastructure actifs ou agréés en France. Bonsoir à tous, Xavier Bertheret, je suis en charge des activités d'origination obligataire chez CACIB pour les entreprises non financières au niveau européen. Bonjour à tous, Vincent Hossan, je suis directeur général adjoint de Ports en Part BNP Paribas et donc un acteur engagé sur le financement des PME-ETI cotées. Merci beaucoup messieurs. Du coup, Agnès et nos amis de la Banque de France ont brillamment décrit l'année 2023 et le cycle qui vient de se terminer. On va essayer de commencer à s'attacher à celui qui se dessine et à démarrer par les perspectives pour l'année en cours. Moi, j'ai pour habitude de respecter le continuum du financement. Du coup, si ça te va, Alexis, on démarre par toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? C'est la première année où le private equity a eu à faire, depuis une décennie, des hausses de taux. Ça a eu quelques implications l'an dernier. Comment tu perçois les choses en termes de collecte, en termes de valorisation ? Il y a des secteurs peut-être plus porteurs que d'autres. Oui, effectivement, on a changé de monde depuis quelques années. Le changement de cycle est quand même antérieur à 2023. Bon, aujourd'hui, peut-être pour refixer les choses avant de rentrer dans l'année 2023, le capital investissement au sens large, c'est un secteur qui pèse assez lourd dans le financement des PME ETI en France. Il y a 8000 entreprises accompagnées. C'est le premier marché de l'Union européenne, donc on a une vraie force de frappe pour accompagner et financer les entreprises. Je me réjouis de ces 8000 entreprises. Ça reste un nombre assez faible par rapport à tous les défis que le gouverneur évoquait tout à l'heure. On a tous à peu près le même sujet de donner des moyens aux entreprises de faire face à leurs défis de transformation, en plus dans un monde à taux réel positif, donc beaucoup de travail. Alors si on regarde 2023, c'est une année où effectivement on a vécu dans un contexte un petit peu plus compliqué que précédemment, même si ça ne se voit pas trop sur l'investissement comme Agnès le relevait. On a un marché français qui est quand même plus mid-cap que ce qu'on peut voir au niveau mondial, plutôt des typologies d'investissement qui sont plus petites. Ça a été un vrai facteur de résilience pendant toute l'année 2023, là où on constatait des marchés américains et anglo-saxons en général qui étaient beaucoup plus affectés. On a investi 31 milliards d'euros, dont 10 milliards en infra. Si on peut rajouter pas loin de 14 milliards de dettes privées. Alors je donne les chiffres globaux et pas les chiffres français qu'Agnès évoquait, mais donc c'est quand même un niveau relativement substantiel, 45 milliards au total.
Après quelques points de vigilance, il y a eu quand même beaucoup moins de primaires, beaucoup plus de soutien au portefeuille existant, ce qui est à la fois une bonne chose, mais en même temps un signal un peu de ralentissement. Un nombre d'opérations qui reste assez élevé, mais quand même plutôt moins de grandes opérations au-dessus de 50 millions d'euros. Le gros, notamment, a été assez affecté, et ça, c'est une partie de l'escalator de financement qui emmène jusqu'à l'IPO, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Le deuxième semestre 2023 était meilleur que le premier, plutôt porté par fonds d'infra et gros tickets, mais là aussi sur le VC, enfin le financement de l'innovation et donc la tech, il y a encore eu pas mal de problèmes dans le sillage du retrait des fonds américains, donc c'est pas forcément, enfin voilà, quelques signaux quand même de vigilance derrière. Après, arrête-moi si je suis trop long, mais sur les levées, donc le futur de ce qu'on va faire, parce qu'aujourd'hui on investit ce qu'on a collecté les 4 ou 5 dernières années. On pense que les fondamentaux sont bons, mais effectivement l'année a été assez contrainte du côté des investisseurs institutionnels. Agnès l'a relevé, pas tellement par l'impact que ça a directement sur nos opérations, mais simplement un effet de squeeze de liquidité et d'impact sur les portefeuilles obligataires des institutionnels, obligataires et IMO, qui les ont beaucoup contraints. Et comme dans le même temps les sorties sont plus complexes, je pense qu'on y reviendra, il y a moins de retour de liquidité aux investisseurs et donc un effet un peu cercle vicieux qui est problématique. Il y a moins d'investisseurs internationaux aussi, ça c'est un facteur qui nous a permis ces dernières années d'atteindre des niveaux de levée assez importants parce qu'il y a des méga fonds qui se lèvent et qui se lèvent au niveau international. On est encore à peu près à 50% de levée au niveau international hors France, mais ça reste en dessous de ce qu'on a pu connaître certaines excellentes années. Donc voilà, à voir pour la suite, notamment la stabilité géopolitique et l'atterrissage des taux, on verra ce que ça peut donner. Pour le moment, ça a l'air de tenir dans les portefeuilles. En secteur, c'est beaucoup l'industrie cette année, ça a été assez marquant, et dans un contexte loin industrie verte, ce qui est bien, et toujours le même quatuor, B2C, santé, tech, dans le sillage de ce qu'on a connu pendant la crise Covid. Les énergies renouvelables aussi en infra, qui sont assez élevées, donc quand même un point à signaler. Et puis sur les valos, je pense qu'il y a un point important, c'est de bien distinguer ce qui se passe dans la tech et ce qui se passe dans le reste du secteur. Dans la tech, il y a eu des recalages de valorisation assez brutaux et assez forts dès fin 2021 et en 2022, avec des baisses parfois entre 20 et 40%. C'est pas vrai pour tous les secteurs de la tech. Dans l'IA, le quantique, on a encore des valorisations assez élevées, mais il y a eu des vrais recalibrages. Nous, notre perception aujourd'hui, c'est que l'essentiel de la baisse est passé et qu'il y a plutôt stabilité, voire redémarrage des opérations sur les valorisations telles qu'elles existent aujourd'hui. Les capitaux US reviennent par ailleurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en début 2024. Voilà, après le marché est plus polarisé entre ce qui se passe très bien et ce qui se passe très mal. Il y a peu de choses au milieu, donc là aussi c'est un facteur de vigilance. En dehors de la tech, notamment dans le capital transmission, il y a eu des baisses 10-20%, mais qui sont restées assez mesurées. Assez peu d'impact de ce qui s'est passé sur les marchés de dette. En réalité, ça a un impact sur la performance des portefeuilles, mais modéré. Par contre, le vrai sujet, c'est la macro et ce qui va se passer dans les portefeuilles sur le plan géopolitique et macroéconomique. C'est là où il peut y avoir des points de vigilance. Merci beaucoup Alexis. Donc une très belle résistance à ce stade et effectivement déjà des signaux de redémarrage sur les premiers mois de l'année. Il y a un point que tu as évoqué que je trouve intéressant et qui permet peut-être de faire une transition aussi à Xavier, c'est l'impact de la hausse des taux dans les allocations d'actifs. On a eu beaucoup de volatilité d'ailleurs dans le choix des investisseurs sur dans quel actif être exposé, et il y en a une classe qui a profité de la nouvelle tendance, et notamment la classe obligataire, qui je crois connaît une collecte assez importante en Europe depuis déjà le début du printemps de l'an dernier. Mon cher Xavier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui vient tirer cela et où cet argent va s'investir ? Oui, merci Guillaume. Donc effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont déjà été dites par le premier sous-gouverneur de la Banque de France et par Agnès, mais je pense qu'il est important de rappeler que dans le marché du crédit, en fait, il y a le coût de financement pour les entreprises est composé de 2 composantes uniquement, le taux de marché et la marge de crédit des emprunteurs. Et lorsque en 2022, on a connu le resserrement monétaire, donc la hausse des taux la plus rapide jamais connue de l'histoire, puisque en fait le taux de marché, le taux interbancaire, le taux de swap est passé de 0 BP en janvier 2022 à 300 BP en septembre 2022. Donc on a eu 3% de hausse en l'espace de 9 mois. Fin d'année dernière, on a eu une surréaction du marché qui anticipait sûrement beaucoup plus rapidement que prévu des baisses de taux directeurs de la Banque centrale et de la Fed. Et donc, on a eu une détente des taux qui a corrigé depuis, mais de 100 BP au troisième et quatrième trimestre 2023. Depuis, on a une correction. Au jour d'aujourd'hui, le taux de marché
en Europe se situe à 2,90%. Pour vous donner un exemple, 2,90%. Et le coût de financement moyen des entreprises depuis le début de l'année est à 3,70. Donc, on a quasiment plus de 3/4 du coût de financement des entreprises qui provient du taux de marché. Et donc, en fait, d'un point de vue appétence du marché et des investisseurs, maintenant, quand on est sur des titres seniors, les coupons ou les coûts de financement évoluent entre 3,5 et 4%, et donc ça constitue de très bons points d'entrée pour les investisseurs. Et c'est pour ça qu'on a énormément de ce qu'on appelle d'inflow, de flux entrants de la part des investisseurs institutionnels sur cette classe d'actifs, et qu'il y a un engouement très fort sur l'ensemble du spectre du crédit. Et quand je dis l'ensemble du spectre du crédit, effectivement, l'investment grade représente le très gros de la masse, mais on a des signaux, et on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais positifs aussi, quand on vient sur de la dette subordonnée, sur le marché high yield. On a également des marchés, des sous-marchés alternatifs. Alors, on a mentionné l'EuroPP, qui est effectivement en baisse très significative, mais on a un autre marché du placement privé qui était le marché allemand du Schuldschein, qui avait été fermé pendant de très nombreux mois suite à l'épisode Orpea, qui commence à avoir des signes de réouverture. Il y a un émetteur français, SEB, qui a réouvert ce marché en fin d'année dernière avec une très belle opération de 650 millions d'euros. On est en cours d'exécution sur un autre émetteur français. Et puis d'autres signes positifs. Le segment du non noté, qui a été quasiment fermé pendant plusieurs années, commence aussi timidement à se rouvrir pour les meilleures signatures. Et suite au Covid, on a également le secteur de l'immobilier qui avait été fermé, principalement commercial pour les raisons qu'on connaît. Les acteurs s'étaient tournés plutôt vers des financements bancaires sécurisés. Et là, en fait, on a une réouverture de la part des signatures du secteur immobilier. Donc, comment ça se traduit ? Mécaniquement, l'année dernière, très belle année globalement, et en Europe et en France, puisque Agnès le rappelait, on est à plus de 70 milliards qui ont été émis au niveau français. Cette année, au niveau européen, on est déjà à 35% en hausse par rapport à l'année dernière. La France est un tout petit peu en retard, on est à 8%, mais il y a déjà 25 milliards qui ont été levés par les entreprises françaises. Et effectivement, on a de nombreux projets qui se préparent d'ici l'été. Donc en fait, le marché, en tout cas pour les entreprises non financières françaises, se porte très bien sur le marché obligataire. Alors après, je voudrais peut-être juste rappeler qu'on est sur la pointe de l'iceberg. Ces entreprises investment grade, ce sont les sociétés du SBF 120. Donc en fait, tout ce qui est les small, mid caps, les ETI, qui ont des besoins limités, qui sont non notés, n'ont pas accès au marché public, en général noté, se reportent plutôt sur d'autres sources de financement que j'ai pu évoquer, que ce soit l'EuroPP, mais qui est très timide. Depuis le début de l'année, il n'y a que 3 opérations dans l'Europe qui ont été faites, et les 3 sont françaises, pour 350 millions d'euros en totalité. Donc en fait, c'est même plus un marché de niche. Et on a un redécollage timide aussi sur les autres marchés. Mais donc en fait, on est sur la pointe de l'iceberg. Tout ce qui est small, mid caps, on est sur d'autres financements qui sont plutôt des financements bancaires, mais de manière générale, avec ce repricing qui a été extrêmement rapide, c'est plutôt des signaux positifs qu'on a depuis 12-18 derniers mois. Et comme ça a été rappelé, le soft landing permet aussi d'être optimiste à l'avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré les décalages dans les baisses de taux espérées par rapport à ce que le marché pouvait avoir en tête encore à l'automne dernier, il n'y a pas de coup d'arrêt. Alors, il n'y a pas de coup d'arrêt parce que, en fait, toutes les tensions géopolitiques, en fait, qu'est-ce qui drive le marché du crédit ? On a 2 choses. C'est tout ce qui a été indiqué, donc macroéconomie, les politiques monétaires essentiellement des banques centrales, et puis après, tous les chocs exogènes qui peuvent impacter le marché, et notamment les tensions géopolitiques, mais la guerre en Ukraine, la guerre qui a débuté le 7 octobre dernier sur le Moyen-Orient, les tensions géopolitiques aussi sur Taïwan, sont déjà pricées par le marché. Le marché price déjà, on a 92% de probabilité, c'est le consensus de marché, que la BCE va baisser ses taux le 6 juin prochain. Donc tout ça, c'est déjà pricé. Il faut garder en tête aussi qu'on a un autre événement majeur qui peut être source de volatilité qui va arriver après l'été.
les élections américaines. Là, on commence à rentrer dans le dur. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter au niveau du marché qui restera ouvert, mais on peut avoir plus de volatilité dans le marché et donc des conditions qui peuvent légèrement se détériorer. Je rappelle qu'en fait, c'est très simple en général. Si les taux baissent, normalement, les spreads ou les marges de crédit s'écartent. Et inversement. Alors, c'est vrai que les quelques années passées nous ont démontré qu'on était dans des cycles où les deux composantes s'écrasaient, mais normalement, les deux composantes jouent en sens inverse. Et si effectivement on rentre dans ce cycle baissier de taux, il est possible qu'on ait quelques pressions à la hausse sur les marges de crédit. Et donc, les émetteurs, nos entreprises françaises non financières, sont plutôt dans une dynamique de vouloir actuellement cristalliser les conditions, puisqu'elles sont bonnes. Je rappelle malgré tout que les marges de crédit se sont quand même bien compressées. On est au plus bas depuis 14 mois. Et les investisseurs, de l'autre côté de la chaîne, répondent très positivement par rapport au niveau de rendement qu'ils sont capables de capturer avant cette baisse de taux. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand la baisse de taux, en fait, les investisseurs achètent. Quand la baisse des taux va s'enclencher, dans leur portefeuille, ce qu'on appelle le mark-to-market, côté investisseur, ça va leur générer un mark-to-market positif. Donc les investisseurs essayent de capter l'ensemble des opérations, le plus possible d'opérations actuellement, qui servent le plus de rendement possible avant cette baisse de taux. Pour faire écho à ce que nous décrivait Alexis sur un regain d'intérêt des investisseurs sur des secteurs qui avaient peut-être été un peu moins centraux dans les dynamiques d'investissement ces dernières années, notamment l'industrie, donc finalement des secteurs qui ont des dynamiques de cash flow plus régulières, mais qui sont considérés par les acteurs obligataires comme étant peut-être cycliques. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit que ces secteurs-là retrouvent de l'intérêt et que ce serait un signal de meilleure anticipation sur la dynamique économique qui pourrait se dessiner sur les 6-12 prochains mois? Est-ce que vous voyez aussi, dans la typologie des émetteurs qui font appel au marché obligataire, un enrichissement? Non, alors je pense qu'il y a peut-être un chiffre qui est intéressant à garder en tête, c'est que je vous indiquais que le marché du high yield, donc là on est vraiment sur une catégorie de notation par définition plus risquée. Sur le compartiment français, depuis le début de l'année, on a eu 7,5 milliards levés versus 7,8 milliards pour l'année 2023 en totalité. Et 2 milliards 1 en 2022. Donc on a vraiment... on descend dans l'ensemble du spectre du crédit, donc jusqu'à ces signatures qui sont plus risquées. Au niveau des secteurs, je pense que les gros secteurs et traditionnels sont toujours les plus présents, c'est-à-dire utilities, auto, industriel, télécom. Après, je pense que ce qui est intéressant depuis 6 mois, c'est à nouveau l'accès, et principalement au départ par des acteurs de la logistique, qui reviennent, donc logistique, qui appartiennent à cette sphère immobilière, qui reviennent sur le marché obligataire. Et les investisseurs post-Covid étaient très réticents à se positionner dessus parce qu'il y avait peu de visibilité sur comment ça allait se passer. Et donc, en fait, c'est les banques qui ont tamponné, pour faire simple, entre. Maintenant, on a cette réouverture progressive qui se fait sur le marché immobilier. Après, sur tout ce qui est cyclique et volatile, on a peu de secteurs, enfin les secteurs très cycliques, on est plutôt sur tout ce qui est industriel. Déjà, automobile, c'est pas mal quand même. Alors, automobile, après, à part les équipementiers et les grands constructeurs français, Stellantis et Renault SA, on a 5-6 entreprises françaises du secteur qui sont capables de se positionner. Je pense qu'il y a une tendance de fond qui a été décrite par Madame la Présidente Agnès, et aussi, il ne faut pas l'oublier, l'ESG, alors qui participe évidemment à la transition énergétique, mais gardons en tête, on est en 2024, le premier Green Bond. Donc je le rappelle, le Green Bond, c'est les fonds qui sont levés par l'entreprise sont fléchés et sont utilisés pour soit des CAPEX ou des OPEX. Le premier Green Bond date de 2013. Donc ça fait plus de 10 ans que le marché du Green Bond a été développé. On a eu une innovation de marché qui vient du marché bancaire, qui sont ce qu'on appelle, c'était dans un de vos transparents, les fameux Sustainability Linked. En fait, c'est avec des KPI à atteindre. Si les KPI ne sont pas atteints, on a une pénalité. Et ça, effectivement, c'est un marché qui a débuté en 2019
et qui a vocation, parce qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas assez de capacité pour flécher les fonds, à se développer. Et donc, en fait, l'ESG, on n'est pas sur quelque chose à la mode, on est sur une vraie tendance structurelle de fonds où, selon les années, on va osciller entre 30 et 35% du volume de l'ensemble des titres obligataires émis qui sont labellisés sur un format ESG. Merci Xavier, merci beaucoup. On va continuer notre tour de perspective pour l'année 2024 et on va s'intéresser maintenant à la partie action cotée. Et je crois que Agnès l'a mentionné, 2022 a été un point historiquement bas. Vincent, en termes d'actifs, de dynamique de collecte, tu vas pouvoir nous en dire un petit mot. On voit aussi que tout n'a pas été linéaire, comme l'a souligné Agnès. Les PME ETI ont réussi à lever plus d'argent en 2023 qu'en 2022, et notamment sur la deuxième partie de l'année. Mais on peut aussi s'interroger sur l'écart de performance que l'on voit. Les grandes valeurs ont jamais été aussi hautes. On a battu encore cette année des records de valorisation sur le CAC 40. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce différentiel, et aussi, est-ce que tu peux nous donner un éclairage un peu plus large? Est-ce que c'est spécifique à la France ou comment tu vois les choses? Est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint un point bas? Eh bien, écoute, effectivement, Agnès l'a dit, en fait, 2023, ça a été une année particulièrement basse en termes d'introduction en bourse, également basse en termes de collecte, en fait, sur ces fonds mid and small qui investissent pour l'essentiel sur ces fonds PME, ETI cotés. Oui, je pense qu'effectivement, on est probablement sur un point bas pour ceux qui sont sur les marchés depuis maintenant quelques décennies, comme c'est mon cas. On voit bien que les marchés restent quand même relativement cycliques, donc on a connu déjà des périodes, mais effectivement cette période elle est surprenante. On pouvait s'attendre après 2020 et l'arrêt brutal de l'économie. Qu'on mette du temps à redémarrer. Or, on a vu sur 2021, ça a été une année qui a été particulièrement dynamique, parce que je rappelle, on a eu plus de 40 introductions en bourse cette année-là. On parlait de 8 l'année dernière, donc ça vous donne un peu une idée du rebond. Mais effectivement, 22 et 23, en revanche, on n'a pas eu la poursuite. Moi, je reste convaincu qu'effectivement, bon, la cotation pour les PME ETI reste une excellente voie de financement. On a la chance d'avoir un actif en France. On a, Agnès le disait, près de 700 sociétés cotées. Quand on regarde également en fait ce stock de valeurs qui est l'un des plus importants en Europe, c'est également, il correspond en fait à différentes strates de l'économie, parce qu'on retrouve des sociétés qui sont cotées depuis le second marché, le nouveau marché, Alternext. Donc on voit bien que c'est un environnement extrêmement riche, et c'est vrai qu'on a tendance et c'est bien normal, à focaliser sur les introductions en bourse. Vous l'avez rappelé, il y a également tout cet écosystème une fois que les sociétés sont cotées, et là on le voit, la bourse présente énormément d'avantages pour relever de l'argent, pour également traiter des sujets de minoritaires, ce qui est très important pour un chef d'entreprise. Et pourquoi en fait la bourse c'est un très bon outil pour relever de l'argent, et ça a été le cas puisque cette partie est en croissance par rapport à 22, c'est tout simplement il y a un prix qui est formé. Ça, c'est extrêmement fort. Et d'ailleurs, pourquoi on met énormément de temps et des fois on n'arrive pas à entrer sur le marché, c'est parce qu'en fait, on a du mal à poser un prix. Une fois que le prix est posé, c'est la très grande force du marché, c'est qu'il permet de faciliter les transactions, et c'est pour ça qu'en fait, ensuite, on peut relever de l'argent sous forme de placement privé en quelques jours. On peut reclasser 5-10% du capital là également. Donc oui, effectivement, les IPO en fait sur 2023 ont été un point bas. Nous, on reste convaincus que il y a un élément important qui est en train de se jouer en fait dans l'économie française. C'est effectivement le besoin de financement de la transition énergétique sur ces fameuses PME ETI. Il y a énormément de travail qu'on voit pas forcément, mais qui sont notamment réalisés par les équipes de Renext pour identifier au sein de programmes les prochains candidats à la bourse. Nous, on rencontrait un nombre d'entreprises, et l'enjeu, je pense qu'effectivement des prochaines années
pour les introductions en bourse, ce sera d'amener et de ramener, je dirais, sur la cote des sociétés plus matures, aux côtés des sociétés qu'on a pu introduire ces dernières années dans la transition énergétique, mais qui avaient effectivement l'avantage de présenter des très fortes perspectives, mais également des profils de risque qui sont relativement élevés. Donc je pense qu'il y a également, quand on regarde la nature des sociétés qui quittent la cote, la nécessité de ramener en bourse des sociétés plus matures avec quelques dizaines de millions d'euros d'EBITDA, et on retrouvera, je dirais, cette dynamique. D'ailleurs, les derniers jours ont été quand même plutôt favorables pour la cotation, parce qu'on a eu en France la chance d'avoir une entreprise qui était amenée par un fonds aussi, parce que c'était un des constats d'Agnès sur l'année 23, c'était donc l'IPO de Planisware. C'est intéressant de regarder cette opération parce que c'est une société qui n'avait pas pu rentrer en fait sur les marchés l'année dernière, et on voit en fait que la société est une société extrêmement rentable. On y avait également, pourquoi c'est intéressant, c'est que ça répond aussi à une des problématiques de se dire, est-ce qu'on peut coter une boîte tech à Paris? Il y a beaucoup de questions qui se posent sur ces dernières années sur cet élément-là. On voit qu'effectivement les sociétés qui sont rentables, qui présentent de la croissance, permettent en fait d'être valorisées, d'être accompagnées également dans la structure de l'opération, puisque dans cette opération qui a été extrêmement bien accueillie par le marché, parce que le titre a très très rapidement rebondi sur son cours d'intro, c'est le fait que ce deal en fait il était structuré, puisque vous aviez un peu moins de 50% de l'opération qui était déjà pré-placée auprès de fonds domestiques mais également internationaux. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir également une autre opération aux Pays-Bas la semaine dernière. Donc voilà, je pense que c'est une question de relance. Et pour répondre à ta question, 2024, ça probablement une année de transition, mais en revanche sur 2025, on a énormément de candidats qui regardent la cotation. Merci beaucoup Vincent. Et effectivement, ce fonds a fait quand même un multiple de x100, mon cher Alexis. Donc c'est bien, c'est pour réinvestir dans les autres PET qui sont pas encore cotés. Christophe, je crois qu'on a rarement eu des équipes du Trésor qui ont autant travaillé sur les marchés de capitaux depuis 12 mois. La loi attractivité, la loi industrie verte, le Listing Act dans lequel la France a joué un rôle important. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'éclairage sur ce qu'on peut espérer de tout ça? Et j'aurai encore une autre question après pour toi. Alors, ce qu'on peut espérer, alors il y a la notion centrale peut-être qui est attractivité. Attractivité sous deux sens. Attractivité au sens du marché pour les entreprises et attractivité de Paris par rapport aux autres places. Parce que, comme toujours, l'intervention publique, en théorie du moins, ne doit être là que s'il y a soit un intérêt général à défendre, soit une faille de marché. Ah oui, en effet, ça marche mieux. Pardon. Donc, je disais, on est là soit pour défendre un intérêt général, soit pour résoudre une faille de marché. L'intérêt général en la matière, qu'est-ce que c'est? C'est que les entreprises en France, je ne dis pas que les entreprises françaises d'ailleurs, les entreprises en France aient accès à l'ensemble des financements, des canaux de financement dont elles ont besoin aux différents stades de leur développement. Ça ne veut pas dire que ce n'est que le marché, bien entendu, il y a les alternatives, mais ça veut dire aussi le marché pour nous. Donc la faille, c'est si on considère qu'il y en a qui renoncent au marché pour de mauvaises raisons. Si c'est parce qu'elles ont une meilleure alternative, tant mieux. Mais si c'est parce qu'elles n'ont pas l'alternative qu'elles souhaitent, alors on a un sujet. Donc qu'est-ce qu'on a cherché à faire là derrière? C'est justement chercher un petit peu quels sont les problèmes. Alors il y a une partie d'abord de sujets d'entreprise qui pouvaient ne pas forcément être, si on peut dire, motivés pour aller à la cote, manquer d'incitation pour aller vers la cotation. Ça, c'est le travail qui a été fait, notamment sur la loi attractivité financière. Alors, c'est la proposition de loi Holroyd. Bien entendu, le Trésor n'est pas du tout l'auteur de cette loi, comme chacun sait. Donc, nous avons travaillé en soutien du rapporteur. Et pourquoi? Pour essayer de trouver quelques mesures qui, un petit peu symboliques notamment, parce qu'il faut le dire, le symbole, ça compte, qui permettent d'attirer les entrepreneurs vers la cote. Alors, le plus symbolique, évidemment, c'est les droits de vote multiples, qui existent ailleurs, depuis fort longtemps d'ailleurs. C'est toujours intéressant de voir que les opposants à cette notion ont tendance à dire que c'est quelque chose d'ultralibéral, qu'on ne voit nulle part. Enfin, ça existe depuis un siècle aux Pays-Bas, hein. Donc c'est pas non plus... C'est 50% des IPO en Suède. Oui, pays aussi. Et par ailleurs, si on peut dire, on se replace dans le marché avec ce qu'on propose là, puisqu'on propose un multiple qui va jusqu'à 25, une durée qui va jusqu'à 10 plus 5 ans. Alors c'est mieux qu'au Royaume-Uni ou c'est mieux qu'en Allemagne. Ça reste moins libéral, pour être honnête, qu'aux Pays-Bas ou aux États-Unis, où il n'y a tout simplement aucune limite, ni en durée, ni en multiple, et où par ailleurs, ces droits de vote multiples, enfin ces actions en droit de vote multiples sont cessibles, parce qu'elles ne seront pas en France, puisqu'elles seront nominatives. Donc on a l'impression qu'on a trouvé
une mesure qui nous semble relativement équilibrée et qui donne une incitation. L'autre incitation qu'on a cherché à mettre là-dedans, c'est la question de des augmentations de capital, à faciliter, là encore, plus pour le management, pour être honnête, pour avoir plus la main pour le faire, en remontant les quotas, en simplifiant les démarches. Tout cela, voilà, c'est pour donner l'impression aux gens qui se cherchent une sortie, puisque c'est un peu dans le cycle de vie de l'entreprise, c'est ce moment-là. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai un intérêt à aller à la cote? Ma réponse, voilà, on donne quelques arguments là-dessus. Et au passage, parce que c'est important, on donne aussi des arguments de le faire à Paris, et par exemple pas à Amsterdam, à Londres ou ailleurs. Ou à New York, tout bêtement, puisqu'on sait aussi que c'est le sujet. Alors, ça passe par la loi, pas forcément que par la loi, parce que la question de la tranche retail, par exemple, vieux sujet qui fait l'objet de beaucoup de débats, finalement a été traité ce printemps, donc avec une décision du nouveau collège de l'AMF, dans sa première réunion, je crois d'ailleurs, du nouveau collège, qui a ensuite été approuvée par le ministre. Là aussi, c'était pas forcément une mesure extraordinairement spectaculaire, reste que, pour certaines opérations individuelles qu'on connaît, c'était vraiment un obstacle et ça a permis de libérer certaines choses. Donc là encore, on avance. Reste que l'attraction vers la cote, tout ça c'est très bien, mais si on peut dire, il y a l'autre côté. Il y a la question, et ça a été évoqué tout à l'heure par la présidente et aussi par Denis Baud, c'est la question des financements qui sont disponibles pour financer notamment le secteur PME-ETI. Alors là, le sujet, c'est la ressource de long terme, c'est la question de l'allocation de l'épargne. Donc là aussi, on ne va pas tout changer du jour au lendemain. Il faut toujours aller un petit peu avec la main tremblante quand on touche à l'épargne des Français. On n'est pas là pour faire des grands coups de barre trop forts ou trop rapides. En revanche, l'important, c'est d'avoir un cap. Et le cap qu'on maintient depuis déjà un certain nombre d'années, c'est pas un grand secret, c'est que les autorités souhaitent qu'on introduise progressivement des incitations pour que les épargnants français mettent un peu plus de risques et mettent un peu plus de long terme dans leur portefeuille financier. Alors, la loi Industrie verte, à ce titre, a été un pas qui, là aussi, n'a pas été extraordinairement important, puisque ça reste facultatif, je le rappelle. Ce sont pour la gestion profilée, si on la choisit, c'est pour les gestions pilotées au PER, si on le choisit. On peut faire autrement, on peut donc avoir des portefeuilles qui n'auront pas de non-coté, qui n'auront pas de PME coté, si on ne choisit pas ces profils-là. Reste qu'on a choisi, notamment pour des profils par défaut, pour le PER, ou les profils pilotés, la gestion profilée pour l'assurance vie, il y aura un petit peu de risque en plus, et donc soit du non-coté, soit les PME cotées. Alors j'en profite pour dire un mot de ce débat coté versus non-coté qui a animé une partie de l'hiver. Nous, on n'a d'action nulle part. On est complètement agnostique sur le sujet. La question pour nous n'était pas d'arbitrer entre les uns et les autres. La loi, pour être clair, l'intention du législateur à l'origine était clairement pour le non-coté. Enfin, ça ressort des débats parlementaires extrêmement nettement. On a laissé ouverte la possibilité de mettre des PME cotées dans la loi, notamment pour couvrir la question des PER d'entreprises collectives qui avaient des parts de PME cotées, comme vous le savez, dedans. Quand on a fait les quantums finaux cet hiver, on a fait une sorte de jugement de Salomon où on en est resté à peu près ce qu'on voyait de l'équilibre général, c'est-à-dire entre le 15% de côté, 85% de non-côté. Je rappelle que c'est un plafond, le 85%. Et voilà, de dire on ne cherche pas à modifier l'équilibre, on cherche à soutenir, si on peut dire, tout le monde en même temps, à peu près à la hauteur de ce qu'on voit dans les chiffres généraux. Au niveau européen, on fait un petit peu la même chose avec la recherche, notamment tout le travail sur LTIF, qui a été très important. Évidemment, on est encore en plein dans le niveau 2, dans des discussions qui ne sont pas faciles, mais nous, on y croit et on considère que c'est important de continuer à porter ce message aussi à niveau européen. On y reviendra tout à l'heure sur l'union des marchés de capitaux, mais que ce type de choses, c'est qu'à minima, on commence par ne pas défavoriser l'investissement à long terme. Parce que c'était un peu le cas jusqu'à présent. LTIF, c'est de dire, non, à partir de maintenant, on peut avoir des actifs de long terme, notamment dans les PME cotées, et ne pas en être pénalisé, au contraire, prudentiellement.
Merci beaucoup Christophe pour ces éclairages. On n'a pas parlé du Listing Act ou alors Non, pardon, je suis passé vite sur le Listing Act parce que bon, c'est un feuilleton qui n'est pas complètement terminé non plus. Nous, un des sujets sur lesquels on était le plus satisfait, pour être honnête, c'était la question de la recherche et de revenir sur le fameux unbundling, enfin le rebundling, désolé du jargon, mais on considère clairement que c'est une erreur majeure qui avait été faite, qui a eu des conséquences importantes. Et on voit que c'est quand même un des sujets très clairs aujourd'hui du coût du coût évidemment de la recherche, notamment dans les PME ETI par rapport à la tendance naturelle des marchés. Ça a été évoqué tout à l'heure, avec une concentration toujours plus forte sur les grands indices, qui a tendance à capter l'investissement. Bien entendu, si en plus on décourage par ce genre de mesures le fait que ceux qui souhaitent faire de l'investissement dans les PME puissent le faire sans être pénalisés, voilà, ça posait un problème majeur. Merci beaucoup. Donc je vois que vous partagez de l'optimisme pour le cycle qui se dessine et ça c'est plutôt rassurant. Est-ce qu'on peut maintenant discuter un petit peu peut-être des grands enjeux pour continuer à développer, parce que notre ambition pour la place de Paris, elle est d'être encore plus performant que nous l'avons pu l'être sur la décennie passée. Xavier, si on pouvait démarrer par toi, quels sont les freins qu'on pourrait faire lever? Quels sont les potentiels encore de croissance? Tu as évoqué tout à l'heure le high yield, on peut aller un peu plus loin. Et dans ce contexte où il y a un intérêt des grands épargnants pour l'obligataire, est-ce que le principal frein aujourd'hui, c'est pas simplement la solidité financière des entreprises? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a de l'innovation à mener? Et tu parlais des EuroPP. Est-ce qu'il y a d'autres formes de financement qui mériteraient d'être travaillées en France? La titrisation, les offres obligataires au retail? Merci Guillaume pour la question. Alors, en perspective sur les mois, années à venir, je pense effectivement tout d'abord qu'on va, et je crois que ça avait été indiqué tout à l'heure, que le soft landing sur l'économie se dessine, donc ce fameux atterrissage en douceur, donc avec en ligne de mire le fameux 2%, enfin 2-3 de target d'inflation. Je rappelle malgré tout que les nombreuses années passées, on était dans un cycle anormal. Il était anormal d'être sur des taux négatifs. On s'est même retrouvé dans des situations où des entreprises, y compris françaises, ont emprunté sur le marché obligataire à taux négatif, ce qui veut donc dire que les investisseurs perdaient de l'argent en prêtant aux entreprises françaises. Donc en fait, on revient, ce repricing, certes de resserrement monétaire, mais on a une renormalisation du risque de crédit qui en soi est sain. Et je pense aussi que la BCE, alors certes qui a joué son rôle pour défendre l'économie, notamment pendant le Covid, mais avec ses injections massives de liquidités en trilliards, ce qui a fait gonfler le bilan de la BCE. Il est sain également que ce premier investisseur, c'était le plus gros investisseur européen, se retire graduellement pour renormaliser en fait tout le cycle de crédit qu'on a actuellement. Après, ce qui est intéressant à noter en perspective, c'est qu'on est loin des US. Pour le coup, même si peut-être la BCE va précéder la Fed dans sa baisse de taux, mais les US ont une reprise des acquisitions qui est nettement plus marquée qu'en Europe. Donc on a une légère reprise qui semble se dessiner. Et ça, c'est important parce que la majorité des financements d'acquisition sont refinancés via le marché obligataire. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà des tombées, les fameuses maturités ou les échéances devant nous sur les années à venir qui sont assez conséquentes. Et si on rajoute effectivement une reprise du cycle de M&A en Europe, ça peut être également porteur en termes de volume supplémentaire sur les marchés. Après, même si on atterrit sur ce fameux 2,5%, je pense que je vous indiquais tout à l'heure un coupon moyen à 3,7% actuellement depuis le début de l'année. Même si on a une baisse, je pense qu'on restera quand même toujours sur des niveaux qui sont, d'un point de vue investisseur, attractifs pour leur portefeuille.
D'autres choses qui me semblent intéressantes pour le développement du marché obligataire dans son ensemble, c'est, on en a parlé tout à l'heure, la taxonomie européenne. Il y a les green bond standards qui là vont peut-être plus toucher d'autres classes d'actifs. Alors certaines entreprises les mieux notées, mais c'est plutôt pour des emprunteurs du secteur public ou parapublic. Le régulateur, l'AMF, qui depuis plusieurs années et de plus en plus essaye également aussi de rapatrier des programmes de listing du Luxembourg vers Paris, ce qui est positif. Ils sont nettement plus... il y a beaucoup plus de proactivité ou de réactivité. Donc on a un effet positif avec donc un périmètre en hausse sur le nombre de listings sur l'AMF. Et alors peut-être après un point, mais qui est une ouverture, hein, puisqu'on parlait du fléchage de l'épargne plutôt sur des classes d'actifs alors non cotés, mais plutôt sur la partie fonds propres, j'entends. Il est intéressant de noter qu'en Belgique, on a un compartiment obligataire qui est extrêmement actif, qui sont des titres obligataires destinés aux particuliers. Je rappelle que la dénomination d'un titre obligataire, quel que soit le titre, on est sur une dénomination de 100 000 euros. Donc ça ne veut pas dire qu'un particulier ne peut pas se présenter, mais la capacité financière pour acheter est limitée à un nombre très très restreint de high net worth. Quand on passe sur le monde retail, on est sur une dénomination qui est de 1 000 euros. Donc, ce qui permet d'engranger une base d'investisseurs sous-jacente nettement plus large. Et la France n'a vu qu'une seule opération qui avait été émise par EDF en 2009 pour un montant, si mes souvenirs sont bons, de 3,5 milliards à 5 ans, qui à l'époque payait un coupon de 4,5%. Et donc là, il peut y avoir, donc c'est pas un frein, hein, mais un potentiel développement qui me semble intéressant, alors qui ne serait pas ouvert à tous les émetteurs français, parce que je pense qu'il faut aussi une certaine résonance sur le nom, sur l'émetteur qui se présente. Mais quand on parle de fléchage de l'épargne, je pense que ça pourrait être intéressant pour la place de Paris. Et en fait, c'est en complément, puisqu'on n'est pas sur une alternative, mais en complément des sources de financement obligataires classiques, de considérer cet axe de développement dans les années à venir. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Merci beaucoup, le message est passé. Pardon. Mon cher Alexis, le capital investissement français, du coup, entame le cycle avec de la force et de la confiance. Néanmoins, il y a des enjeux de continuer à le faire grandir, de diversifier encore ses sources de collecte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces chantiers-là, et puis aussi plus globalement et de manière plus structurante, quelles sont les réflexions menées aujourd'hui pour essayer de rendre le capital investissement français un peu plus liquide, et notamment travailler sur les exits, pourquoi pas sur Euronext, mais je suis neutre. Ouais, pas mal de sujets. Oui, tu es neutre, évidemment. Non, d'abord sur les sources de financement, je pense que le gros travail qui a été fait ces dernières années, c'est vraiment le renforcement de l'attractivité auprès des family office, des entrepreneurs, donc cette population de personnes plutôt fortunées qui aujourd'hui nous fait confiance et est une base d'investisseurs devenus assez régulière, en tout cas on l'espère. Donc ça, je pense que le gros du travail est fait. Je lisais encore un rapport de l'AFO ce matin expliquant que les actifs privés, PE et dettes privées représentaient pas loin de 40% au total de l'allocation des familles. Donc on est à des niveaux quand même assez crantés. L'enjeu, c'est les investisseurs particuliers, c'est-à-dire de voir comment on s'adresse à cette population. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Nous, on trouve que c'est évidemment très bien de regarder ce qu'on peut faire en termes d'ouverture, de donner à ceux qui ont envie de le faire la possibilité de le faire. Ça ne sera pas et ça ne peut pas être un game changer pour notre industrie. La tendance a déjà commencé il y a quelques années, avant d'ailleurs le retournement de cycle. Elle va se poursuivre. C'est pas une tendance française, c'est une tendance mondiale. Et ça restera malgré tout un moteur accessoire pour nous en termes de développement. Donc il faut remettre les choses en perspective. Voilà. Après, en France, je crois que Christophe l'a dit, on est dans un contexte où j'ai entendu que même le Trésor n'avait pas d'action. Donc là, je ne sais pas où on va, mais voilà, on a des choix de société aussi qui sont des facteurs limitants pour nous en termes de développement. On n'a pas de retraite par capitalisation. Alors il y a le PER, mais en tout cas l'essentiel de la retraite est par répartition. On a des préférences assez claires des épargnants pour le sans risque, sans rendement par rapport à la prise de risque. Donc il y a des vrais travaux de pédagogie
pédagogie et d'éducation à faire derrière. Donc on va essayer de s'y atteler. Maintenant, quand on voit voilà, que les personnes fortunées, conseillées, s'investissent assez fortement dans cette classe d'actifs et que le particulier, je ne sais plus quel chiffre, on avait 0,1% je crois de son patrimoine dans cette classe d'actifs, il y a quand même un sujet. Et c'est vrai pour les PME, ETI au sens large, au-delà du non-coté. Je pense qu'on a les mêmes combats. Donc tout ce qui a été fait depuis la loi Pacte, on peut même remonter à la loi Macron avant, dans la loi Industrie Verte, tout ça va dans le bon sens. Il y a encore des choses dans la loi Attractivité. Voilà, tout ça est très positif. Il faut quand même malgré tout pas oublier les institutionnels là-dedans, parce que le retail sera un moteur auxiliaire. Je crois que Christophe a cité Solva 2, il y a des bonnes choses qui sont faites sur lesquelles il faut continuer à capitaliser. Il y a LTIF qui arrive, qui doit être pour nous, premier marché de l'Union européenne, une occasion de conquête des marchés européens. Il ne faut pas du tout qu'on ait une vision défensive assiégée par les marchés anglo-saxons. Et puis on est une industrie, donc à un moment donné, il faut qu'on remonte nos manches, qu'on aille se promener un peu partout en Europe, convaincre des investisseurs. Enfin, il y a un travail à faire, quoi, tout simplement. On ne peut pas tout attendre des pouvoirs publics, même si on les remercie pour leur soutien indéfectible. Et puis pour les exits et la liquidité, je crois qu'on n'est pas des magiciens, on ne transformera pas une classe d'actifs dans laquelle la performance et le rendement se créent dans la durée en une classe d'actifs liquides avec une dimension même quasiment spéculative. Ça, on ne sait pas faire. En revanche, on peut trouver des solutions de liquidité. Et puis il y a le sujet des exits plus largement sur lequel il y a un peu de travail à faire. Alors il y a peu de sorties en bourse, effectivement. Je crois qu'Agnès l'a relevé à plusieurs reprises avec insistance. Il y a du conjoncturel et il y a quand même un peu de structurel là-dedans. Donc il faut regarder un petit peu plus précisément. Ce qui est clair, c'est que le continuum de financement aujourd'hui, notamment dans le capital innovation, depuis l'early jusqu'aux IPO en France, fonctionne pas bien aujourd'hui. On n'y est pas encore complètement. Donc il y a un vrai travail collectif à faire là-dessus. Nous, on a porté dans la loi Attractivité, les parlementaires ont porté une idée qu'on leur a suggérée sur le crossover, c'est-à-dire permettre aux fonds de pouvoir accompagner plus longtemps des entreprises qui s'introduisent pour avoir une stabilisation aussi de l'actionnariat. Enfin voilà, donc c'est des petites étapes, mais tout ça peut aider quand même. Il y a un sujet de taille critique quand même pour les cotations, taille moyenne, quel que soit le segment sur lequel on travaille. Et puis on a un sujet conjoncturel pour le moment sur les exits. On pense que aussi bien pour la raison de valorisation que j'évoquais tout à l'heure, et puis simplement de besoin de sortie pour certains et de besoin de rentrée pour d'autres, les choses vont se décanter progressivement dans l'année. En attendant, il y a des solutions qui émergent, pas mal de choses sur les fonds de continuation notamment, qui sont des solutions qui se standardisent quand même beaucoup aujourd'hui, sur lesquelles il y a un niveau de rigueur et de qualité de ce qui est fait qui n'était pas encore forcément le cas dans le monde anglo-saxon il y a quelques années. Et puis le rôle du secondaire aussi, notamment dans le VC. Il y aura beaucoup de choses à faire pour développer les marchés secondaires. Ça existe encore assez peu. Il y a beaucoup de choses dans le secondaire sur le buy-out. C'est un marché qui est devenu quasiment liquide pour les institutionnels aujourd'hui. Il y a d'autres segments et des niveaux de montant d'investissement sur lesquels ça n'est pas encore le cas. Donc, pas mal de sujets à travailler. Merci beaucoup Alexis. Mon cher Vincent, ça a été mentionné, la France possède le bassin de PME-TI coté le plus riche de la zone euro, l'écosystème boursier le plus dense du continent, un tissu d'entreprise qui est bien accompagné et qui est très compétitif. D'après toi, en fait, quels sont les leviers à activer pour faire repartir la machine ? Je pense qu'effectivement, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas énormément de marge de manœuvre sur la partie fiscalité. On est dans un contexte qui est forcément un peu tenu. Néanmoins, on le voit en fait quand on regarde on se regarde un peu quels ont été les points clés. Si on regarde ne serait-ce que la dernière décennie, ce qui avait relancé en fait la forte collecte sur ces fonds mid and small, ça a été quand même des dispositifs, alors pas toujours fiscaux, mais notamment, il y avait eu notamment le lancement du PAPME qui avait été à l'origine, même si le gros de la collecte était au sein des contrats d'assurance vie, mais en tout cas, ça avait été un vrai, et comme toujours, une manière de mettre un coup de projecteur. Et très clairement, je pense qu'on en a besoin. On passe beaucoup de temps dans la presse à effectivement commenter les perspectives les performances des IPO, on l'a déjà dit. Probablement pas assez, en fait, les très beaux parcours. Donc, je disais, les dispositifs, il y a également le dispositif Relance, qui a été également, qui n'était pas adossé, en fait, avec un dispositif fiscal, mais qui a été également une manière, de remettre en avant, en fait, cette classe d'actifs qui est importante, ne serait-ce que dans le continuum du capital développement et capital investissement. Non, peut-être un mot sur la taille. Il y a beaucoup de débats sur la taille de l'entreprise
entreprises. En fait, à partir de quand une société doit aller, Alexis l'a encore redit. Moi, je pense qu'il faut pas forcément avoir de tabou en fait par ce sujet de taille, sinon c'est un peu limitant. Et c'est ce type en fait d'analyse en fait qui peut amener les gens à se dire il n'y a pas de place en Europe et il faut aller aux US. Donc je pense qu'il faut laisser en fait les entreprises faire leur choix. Je pense que ça a été également dit. Je vais vous donner juste quelques exemples. En fait, on a eu la chance d'accompagner au tout début de ma carrière, c'était en 98, une société qui s'appelle toujours Eurofins. Donc Eurofins, c'est un acteur de l'analyse médicale, notamment analyse agroalimentaire. C'est une société qu'on avait introduite en 98. La société faisait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait dû lever 3 millions d'euros. Et c'est une société qui a eu la chance de rejoindre le CAC 40 en 2021. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques angles de parcours. Autre élément également que j'aime bien redonner, quand on regarde aujourd'hui le SBF 120, donc les 120 plus grosses capitalisations boursières de la place, le quart d'entre elles, en fait, quand elles sont arrivées en bourse, faisaient moins de 150 millions d'euros de market capitalisation. 40% d'entre elles faisaient moins de 500 millions d'euros de capitalisation boursière. Donc voilà, je pense que c'est quelques éléments qu'il faut aussi avoir en tête. Au moment où on regarde quelles sont les tailles critiques, quelles sont les tailles limites, je pense qu'il faut laisser la place en fait aux sociétés, aux dirigeants qui souhaitent venir en bourse. Merci beaucoup, mon cher Christophe. Je sais que tout le monde ici a lu le rapport L'État, le rapport Noyer et a écouté le président de la République à la Sorbonne. J'espère bien. Donc, c'est tous des experts de l'Union des marchés de capitaux. Mais peut-être plus concrètement, je crois que c'est un peu une arlésienne. Est-ce que tu pourrais nous dire très concrètement ce qu'on peut espérer des marchés de capitaux plus unis et quelles sont les pistes aujourd'hui en cours de réflexion? Alors tu as raison, c'est une arlésienne évidente. Ça fait 10 ans que ça dure. Et justement, toute l'idée vraiment de la réflexion qu'on a souhaité lancer depuis l'automne dernier, c'est de dire, bon, soyons honnêtes avec nous-mêmes, ça n'a pas vraiment marché. On a fait beaucoup de textes financiers ces dernières années. Ils sont pas tous mauvais, c'est pas le problème. Mais est-ce qu'on a progressé dans une union des marchés de capitaux? Probablement pas vraiment. En tout cas, pas si on cherche l'objectif. L'objectif, quel est-il? Il est d'avoir des marchés plus profonds, mieux connectés et qui financent l'économie européenne avec l'épargne des Européens. Bon, pour faire très simple. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas exactement le cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, évidemment, on peut faire un plan d'action en 19 points comme la dernière fois, ou 23 comme la fois précédente, il n'y a pas de problème. On le fera sans doute, hein. Enfin, les programmes de la Commission sont là pour ça. Mais l'idée, c'était de se dire, bon, essayons d'être un peu plus concrets, essayons d'être un peu plus réalistes aussi, parce que c'est pas une critique, mais le discours de Christine Lagarde de l'automne dernier, qui était la version idéale, si on peut dire, du point d'arrivée, c'était le moment kantien, voilà, l'union des marchés de capitaux, c'est le jour où on a une SEC européenne, où tout le monde est supervisé au niveau européen, on a un single rule book qui est vraiment single, voilà, tout va bien. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, vu les divisions dans le Conseil, notamment, enfin entre États membres, c'est absolument inatteignable immédiatement. Donc la question, voilà, quel est le chemin et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc l'idée aussi, c'était de pas se relancer justement complètement tous azimuts. Et donc la mission qui avait été confiée à Christian Noyer était finalement assez limitée. C'était de dire, on va vous donner quelques pistes de départ à regarder avec 6 ou 7 personnes. Alors après, ils sont allés voir, je crois, plus de 100 personnes différentes pour avoir leur avis aussi. Mais voilà, et sur une période finalement relativement courte, environ 2 mois de travail, voilà, pour mettre des choses sur la table, mais des choses assez identifiées, 3 ou 4 priorités, et on y va. Alors, on a ciblé sur quoi? On a ciblé une première chose qui est la question un peu récurrente de la supervision. On ne voulait pas mettre tout sur ce sujet-là, mais c'est évidemment un peu l'éléphant dans la pièce. Bon, il fallait bien en parler. Qu'est-ce qu'on a essayé d'en dire? C'était de justement, essayons pas de contourner le problème, mais de constater qu'il y a évidemment des blocages très forts sur le sujet. Ça a encore été le cas récemment à l'Eurogroupe, au Conseil européen, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là où on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut pas regarder des sujets d'opt-in? Est-ce qu'on peut pas réserver le sujet déjà à des acteurs bien identifiés, des infrastructures de marché déjà pan-européennes, pour qui ça fait vraiment du sens? Voilà, essayons si on peut dire, de séparer le sujet en petits bouts pour essayer d'avoir lequel pourra être accepté d'être mangé par les Luxembourgeois et les Irlandais, pour faire très court.
Donc c'était la stratégie, c'est ce qu'a proposé au final le groupe est allé plus loin d'ailleurs, puisque lui il souhaite vraiment une supervision directe par l'ESMA d'un certain nombre d'acteurs systémiques, et puis il va assez loin dans les idées d'opt-in. Bon. Le deuxième point qu'on regardait, c'était la titrisation. Titrisation, pourquoi ? Parce que alors là aussi, c'est un peu la tarte à la crème. Évidemment, il y a un écart énorme entre la place de la titrisation en Europe et aux États-Unis. Bon, une fois qu'on a dit tous qu'on voulait relancer la titrisation, qu'est-ce qu'on fait ? Là, l'idée, c'était aussi un peu d'avoir une gradation des instruments. D'abord, d'avoir la toolbox complète, mais aussi d'être un peu réaliste sur le fait qu'il y a des choses qui vont prendre énormément de temps. Par exemple, la question des régimes d'insolvabilité en Europe. Oui, c'est un sujet majeur. Ça va déjà, le temps que les ministres de la Justice acceptent de travailler dessus, ça va probablement prendre 1 ou 2 ans. Donc ça va pas forcément aller très vite. En revanche, maintenant qu'on a une forte convergence, notamment franco-allemande, sur les sujets prudentiels en matière d'utilisation, ah ben là, on peut essayer d'aller vite. On peut essayer de penser à un quick fix qui, dès le début de l'année prochaine, essaierait de, à minimum, arrêter de pénaliser la titrisation. Bon, ça ne réglerait pas tout, mais enfin, ça serait déjà un premier pas important. Et puis, tant qu'à faire, on a essayé aussi de choisir un objectif un petit peu élevé, un petit peu plus long terme, avec la question de l'agence européenne de titrisation. Alors là, c'est des modèles américains, japonais, mais surtout américains que tout le monde connaît, sur les grandes agences de titrisation. Bon, est-ce que c'est la solution ? On verra. Enfin, en tout cas, ça permet d'ouvrir le débat. Et puis, il y a la question des produits d'épargne européens. Alors, là aussi, il y a plusieurs façons de faire. La façon qui a été complètement ratée, c'était le PEP, c'est-à-dire de créer top-down quelque chose à 27. Bon, ben, tout a été raté là-dedans. Le régime fiscal n'était pas le bon. Il y avait un cap sur les fees, donc personne ne voulait le distribuer. Il y avait 27 façons d'interpréter le produit. Bref, le produit a échoué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être un peu l'inverse, c'est-à-dire partir de ce qu'on veut, enfin des caractéristiques du produit tel qu'on le souhaite, et après voir comment on fait. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite ? En fait, on va dire, pour aller très vite, l'inverse d'un livret A. On souhaite un produit d'épargne pas liquide, pas garanti, qui ne sorte que pour la retraite ou pour les grands événements de la vie, qui soit investi prioritairement dans l'économie réelle, et si possible, avec un lien notamment avec les employeurs. Bon, alors après, est-ce qu'on le fait à 27, on fait du design de produits à 27 ? Oui, peut-être, mais ça va prendre du temps. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire entre-temps ? Se mettre d'accord à quelques-uns, et c'est la solution que le groupe Noyer a proposée, en commençant par de la labellisation. De dire, déjà, si on prend les grands principes, on regarde justement entre 3-4 pays, France, Italie, Belgique, Espagne, que sais-je, et regardons quels sont les produits qui, chez nous, cochent les cases, quitte à les aménager un petit peu, et qu'on commence déjà à bien identifier au sein des portefeuilles des gens ce qui correspond à ce qu'on souhaite mettre en avant. Évidemment, derrière, il y a la question fiscale. La question n'est pas là aussi de déstabiliser tout l'écosystème, notamment parce qu'il s'agit de labellisation, donc ce sont des produits qui seraient au départ existants. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'union des marchés de capitaux.